suite aux instructions du chef de l'État qui a demandé à ce qu'on soit un peu plus dur dans les sanctions contre ce trafic. Maintenant, dans le nouveau code forestier qui est qui a presque épuisé tout le circuit, maintenant on a criminalisé le trafic de bois, le trafic international de bois. Quand on prend un délinquant, il paye au minimum entre 5 millions et entre 10 millions et 30 millions de francs CFA. Et au minimum, il a 5 ans d'emprisonnement ferme. Voilà des décisions fortes aujourd'hui que l'État est en train de prendre pour éradiquer ce fléau qui est en train de gangréner encore une fois nos sources forestières qui ne nous appartiennent pas, mais qui appartiennent aux générations futures de ce pays. Réalité économique, on peut faire une lecture. Aujourd'hui, il y a véritablement, depuis l'accession du président Macky Sall au pouvoir, une explosion des initiatives économiques. Il y a des résultats extrêmement importants. Nous sommes croissance quand on est arrivé, quand Macky Sall est arrivé, c'était 2 ou 3%. Il est maintenant à près de 7%. Et son ambition d'aller pour dire une croissance à 2 chiffres, c'est-à-dire au-delà de 10%, 10% et plus. Et on va y arriver parce que tout simplement, quand vous voyez les réalisations sur tous les plans, sur le plan des infrastructures, sur le plan des infrastructures aéroportuaires, portuaires. Prenez le cas de Ziguinchor ici. Aujourd'hui, nous avons, après le dragage, on a la possibilité de recevoir ici des gros porteurs qui peuvent alimenter et le commerce et la construction et les matériaux de construction. En tout cas, un ensemble de valeurs ajoutées qui peuvent amener à notre région. Et au-delà, à l'ensemble du Sénégal, c'est partout pareil. Les pistes de production, les efforts sur les télécommunications. Effectivement, l'économie sénégalaise se porte bien. Et d'ailleurs, la preuve, nous avons la confiance des bailleurs de fonds internationaux. Si vous lisez, vous avez actuellement le FMI, la Banque mondiale. Ces gens-là, les banquiers, ce n'est pas des farceurs. Si nous ne sommes pas sûrs que votre économie marche, ils ne mettront pas leur sous là-dedans. Je prends à un niveau plus simple. Moi, j'ai pratiqué la clientèle privée au niveau de la société pendant des années. Je suis banquier de profession. C'est pour vous dire l'exemple. Notre pays se porte bien, grâce à Dieu, et nous allons essayer d'aller et d'accompagner. La banque, la base, c'est la confiance. Notre programme comporte 3 grands chapitres. Une refondation, une restructuration et une remobilisation. La refondation, elle a pour objectif d'aller vers un peuple uni et un retour aux valeurs. C'est d'ailleurs 2 éléments qui vont parfaitement ensemble. Il faut savoir qui nous sommes pour pouvoir être davantage unis. Tout le monde sait ce que nous vivons en Casamance. Une situation de ni paix ni guerre. Une situation qui pose de véritables problèmes économiques dans une région à fort potentiel. Nous avons pu voir du côté de l'île de Houron et de la zone de Katakalous qu'il y a un fort potentiel dans la production de coquillages, ostréiculture, conchyliculture. Nous avons vu également que dans toute la zone du bois de Djegoun, il y a une exploitation forestière à faire qui pourrait rapporter beaucoup. Nous avons vu aussi que toute cette zone de la Casamance pourrait développer un tourisme balnéaire, mais également un tourisme même thermal. Donc tout cela constitue un potentiel qui est énorme. Mais nous ne pourrons pas l'utiliser à son maximum de potentiel tant que nous avons encore des barrages militaires qui arrêtent les gens qui contrôlent, tant que nous avons encore de temps en temps des petits clashs, parce que simplement nous n'avons pas totalement réglé cette crise. Et c'est pourquoi nous avons voulu, à travers cette sortie en Casamance, dire que cette refondation est nécessaire. L'axe Ziguinchor, quand je parle de Ziguinchor, la région de Ziguinchor, la discussion sur la résolution de la crise casamançaise, la question du renflouement du bateau Lodiola, et tout cela ne sont que des éléments d'un ensemble qui constitue un travail de reconstruction d'un État citoyen sénégalais vers une unité la plus totale, la plus parfaite pour un développement économique au bénéfice de tous. Oui, nous, on a la parfaite conviction que le message est bien passé, parce que vu le comportement des citoyens qui commencent à changer. Donc, c'est ce qui nous assure que le message est bien passé. Donc, le principal message, c'est le développement.
Parce que depuis toujours, on fait savoir aux gens, et ce qui est vérifié d'ailleurs, que la Casamance est le grenier du Sénégal. Donc aujourd'hui, le grenier du Sénégal, c'est la Casamance. Et la Casamance, qu'est-ce qui fait sa force, qu'est-ce qui fait sa richesse? C'est la nature. Donc nous, on conscientise les personnes en leur disant qu'il n'est pas interdit d'en faire usage, mais faisons-en bon usage pour que le Sénégal puisse se développer. Parce que le Sénégal, son économie est une économie de prélèvement. Donc si tout est détruit, je suis vraiment désolé, nous allons tous sombrer. Nous, à Bignona, je vous prie de circuler dans le département. Des routes qui étaient chaotiques, des pistes impraticables. Nous avons aujourd'hui la boucle de Bluff qui est en train d'être refaite. C'est à l'image des routes de 3e génération. Et honnêtement, les populations nous disent, on n'a pas besoin que vous mettez pied ici. Vous avez un bilan. Au niveau des digues, et vous savez, la Casamance, c'est la Casamance, les Casamanciens ont connu l'immigration clandestine et autres, avec un flux assez important. C'est parce que le Casamancé, c'est la terre, c'est la culture. Et nous avons été assaillis par le sel. Les conséquences, d'aucuns parlent, donc les conséquences du barrage d'Afignam. Mais il faut y ajouter les changements climatiques, mais aussi l'effet, aussi l'action de l'homme. Et aujourd'hui, on voit que au niveau des rizières, que ce soit du Bluff, de Kalounaï, du Fogny, de Niamon, un peu partout jusqu'aux frontières avec le département de Oussouye et de Ziguinchor, le sel a fini de prendre les sols. Et nous avons aujourd'hui un vaste programme, d'abord par la Sodagri pour la revitalisation des sols. Mais c'est surtout le PPDC qui est effectivement un moteur, le bras technique du président de la République pour ensuite jeter les bases de développement dans cette belle région. Make America Great Again ou Make Our Planet Great Again, la première poignée de main entre les deux présidents avait été brutale. Le détournement du slogan de campagne de Trump n'a ensuite pas aidé. Puis il y a eu le G20 et l'invitation officielle de la France pour le 14 juillet. À la veille de l'arrivée du chef d'État américain à Paris, l'avenir des relations de ce couple étrange qui a fait éruption sur la scène politique internationale interroge. Le 14 juillet peut-il être un moment charnière ? Trump sera charmé par ses honneurs, la cérémonie, la parade. Et il reviendra probablement à la maison en pensant « la France est grande ». Et cela lui donnera probablement une très bonne opinion du gouvernement français et du président français. Commencer par montrer les dents, puis se lancer dans une opération séduction. C'est une tactique somme toute basique, mais futée d'Emmanuel Macron à l'égard de Donald Trump. Si les différences entre les deux hommes sont visibles, mais peuvent être dépassées avec ce genre d'invitation, leurs similitudes sont évidentes, toujours selon Laurence Nardon de l'Institut français des relations internationales. Il y a une similarité qui est vraiment intéressante entre les deux, c'est qu'ils sont tous les deux des candidats anti-système, presque révolutionnaires d'une certaine manière, qui ont fait exploser chacun de leur côté le système des partis dans leur pays. Trump a fait exploser le parti républicain en devenant leur candidat sur des thèmes populistes qui ne sont pas du tout les thèmes habituels du parti républicain. Et Macron, pour sa part, a fait à peu près la même chose en détruisant les partis de gauche et de droite en France. Une chose est sûre, malgré leur côté showman, ils veulent tous deux des résultats tangibles et partagent au moins un objectif politique, la lutte contre l'État islamique et le terrorisme. En France, l'ancien juge Lambert a été retrouvé mort ce mardi. Ce magistrat avait été le premier juge d'instruction dans l'affaire Grégory il y a plus de 30 ans. Le corps de Jean-Michel Lambert a été retrouvé à son domicile du Mans. Il semble s'être suicidé. Une enquête a été ouverte. Surnommé le petit juge, Jean-Michel Lambert avait alors 32 ans lorsque le 16 octobre 1984, le cadavre du petit Grégory avait été retrouvé dans la Vologne. Ce juge d'instruction a longtemps été désigné comme un des responsables du fiasco judiciaire de cette affaire, une des plus grandes énigmes judiciaires en France. Au Cameroun, un groupe de plus de 21 000 bénévoles a créé un réseau national sous l'appellation de l'Armée détente qui aide les victimes d'abus sexuels et de grossesses précoces à se reconstruire.
Baptisés Renata, les volontaires organisent des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les pratiques culturelles nuisibles qui ciblent souvent les filles. Je pense que la première chose sera de punir ceux qui commettent ces types d'actes, que ce soit le repassage des seins ou le viol. Le gouvernement doit vraiment faire des lois et être cohérent dans la punition des personnes qui continuent à commettre ces actes. Mais vous devez également vous soucier des victimes. Nous soutenons davantage les victimes en soutenant peut-être des organisations comme le Renata, en première ligne dans ce combat. L'organisation est répartie en plus de 350 groupes dans le pays. Les tantes ont lancé un programme de sensibilisation dans les écoles primaires destinées aux enfants de 4 à 5 ans. Au Renata, le rôle d'une tantine, c'est d'abord, après la formation, elle s'engage à lutter contre les grossesses précoces dans la communauté, d'abord dans sa famille, dans son village, dans son quartier, et aussi au Renata maintenant, le Renata qui est le réseau, elle est une actrice parce qu'elle est d'abord victime. Et elle est une actrice pour aller vers les adolescents pour parler de ce problème. Selon une étude réalisée par Renata en 2009, près d'une femme sur 20 a déjà été violée au Cameroun et un cas sur 5 est le fait d'un membre de la famille, d'après le Renata.